Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur le thème du pardon et de son inutilité. Et oui, inutilité, on est bien d'accord que le pardon n'est pas, comment dire, un passage obligé, n'est pas, comment dire, ne doit pas être une fin en soi, et je vais expliquer les raisons pour lesquelles le pardon n'est pas un passage obligé, n'est pas une fin en soi, pas plus d'ailleurs que ça n'est un moyen. Le pardon est juste inutile et on va voir ça tout de suite. Alors, comme je le disais dans l'intitulé, le préambule, voilà, le pardon est une démarche totalement inutile, une perte de temps absolue. Et je vais expliquer la première raison. D'abord, la première raison est que le pardon est un état et non pas, donc comme je disais, un moyen ni une fin en soi. C'est un état. Donc le pardon fait partie des attributs, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, fait partie des attributs de l'état d'amour. Dans l'état d'amour, il faut entendre l'ouverture du cœur. Et dans cette ouverture du cœur, dans cette perspective d'ouverture du cœur, quand on est dans cette ouverture du cœur, d'abord on le sait, pourquoi on le sait? Parce que la jauge, c'est l'état d'amour. Quand on tombe dans cet état d'amour, qui n'a rien à voir avec les amours sentiments, ce n'est pas un état qui est rattaché à quelqu'un ou quelque chose, c'est un état à lui tout seul. Voilà, comme le Vatican est un état à lui tout seul, par exemple. C'est un état à lui tout seul, et c'est un état d'être. Et dans cet état d'être qui est l'état d'amour, est inclus évidemment cette sensation de pardon. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de pardon? C'est tout simplement l'abandon à tout ce qui pouvait avoir pour le mental une importance capitale. Donc votre enfance avec vos parents, votre parcours avec votre conjoint, votre conjointe, votre parcours avec votre fratrie, avec beau-frère, demi-sœur, belle-sœur, demi-frère, etc., etc. Tout ça pour le mental, autant il peut y accorder de l'importance et parce qu'il rumine à longueur de journée, autant quand nous tombons dans l'état d'amour, en fait plus rien n'a d'importance. D'où la sensation de pardonner en fait tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et en définitive, c'est parce que l'état d'amour, dans cet état d'amour, il y a une telle quiétude, une telle paix profonde, et un sentiment d'amour tellement puissant, finalement, qui n'est encore une fois pas relié à quelqu'un ou à quelque chose de précis, c'est juste un état d'amour. Quand on est envahi par cet état d'amour, il est évident que absolument plus rien n'a d'importance. Donc on voit à quel point il est vain de, comment dire, de chercher à tout prix, comme certains peuvent s'entêter, ou même certaines peuvent s'entêter à vouloir pardonner leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et j'en passe, ça ne sert strictement à rien. En plus, la plupart du temps, les gens s'en servent comme un moyen, c'est-à-dire ils vont exprimer à la personne ou intérieurement le fait de pardonner, en pensant que l'état d'amour va en découler derrière. Non, ce n'est pas un moyen, le pardon n'est pas un moyen, c'est un aboutissement. Et encore une fois, le pardon, on va le voir encore plus loin, je vais l'expliquer pourquoi, le pardon n'est pas du tout quelque chose qui est une étape nécessaire, c'est un résultat. Le résultat, c'est cet état d'amour. Cet état d'amour, c'est équivalent à l'ouverture du cœur, donc l'abandon de la suprématie mentale qui, jusqu'ici, gérait votre vie. Alors cet état d'amour peut survenir de façon complètement accidentelle, et bien souvent c'est un peu comme ça que ça arrive, ou alors de manière travaillée, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler son empathie, sa bienveillance, sa compassion pour tout à chacun, pour certaines causes, et auquel cas
on exerce en effet à ne plus mentaliser les choses, c'est-à-dire à ne plus les réfléchir, mais simplement à être dans cette pure compassion qui consiste à avoir un cœur extrêmement ouvert, en l'absence évidemment de tout jugement, de toute justification. Encore une fois, le mental n'a rien à voir dans ce processus. C'est une, comment dire, c'est un résultat. Donc on voit à quel point l'état d'amour n'est pas quelque chose, comment dire, qui est facile d'accès, parce que les bouddhistes tentent de, comment dire, de travailler consciemment sur cet état d'amour à travers, encore une fois, différents exercices comme la compassion, etc., infinie, et ce qui s'ensuit, et tout ce qui s'ensuit, parce que j'en passe, des exercices, il y en a plein. Si c'est pas par le biais d'une, comment dire, d'un focus sur le cœur, comme les méditations sur le cœur, etc., eh bien, ça va être un état qui va comment dire, se manifester spontanément, sans pour autant qu'il y ait eu un travail dirigé consciemment dessus. Voilà, donc l'état d'amour n'est pas quelque chose qui vient en claquant du doigt, l'état d'amour n'est pas quelque chose qui survient parce que du jour au lendemain on l'a décidé. C'est quelque chose, quand ça arrive, qui est assez magique, et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous le savez quand vous êtes dans cet état d'amour, parce qu'il y a un tel état de grâce qui s'est installé en vous, un tel état où finalement tout devient merveilleux, tout devient... enfin, il n'y a plus aucune source de conflit en vous, ni à l'extérieur de vous. Donc c'est vraiment un état de grâce, c'est vraiment un état de paix. Vous sentez que cet amour vous envahit totalement, et c'est à ça que vous le reconnaissez, et on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se mentir. On sait très bien que la division n'existe plus, qu'il n'y a plus de grief pour personne, et ça n'est pas une démarche mentale, c'est vraiment un état qui s'installe. Alors, soit pour quelque temps, soit de façon fugace, parfois 1 minute, parfois 5 minutes, parfois une demi-journée, parfois plus, et parfois peut-être définitivement, ce qu'on peut peut-être appeler l'état d'éveil total, où l'ego finalement s'est mis en retrait définitivement. C'est pas qu'il a totalement disparu, c'est qu'il est en retrait définitivement. C'est-à-dire qu'il ne sera plus jamais au devant de la scène, sauf si vous le sollicitez pour réfléchir sur quelque chose. Voilà. Ou tout du moins pour le solliciter pour élaborer une question qui sera construite. Bref, on le voit bien, l'état d'amour, c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Encore une fois, soit il se travaille, soit parfois il arrive tout seul, mais on voit bien que le pardon, la démarche du pardon n'a absolument pas sa place là-dedans, même si le pardon fait partie finalement de cet état d'amour, mais au même titre que la sérénité, au même titre que la paix intérieure, au même titre que plein d'autres états, puisque comme par exemple une sensation d'énergie décuplée, puisque cet état d'amour en fait inclut beaucoup de choses. Une clarté d'esprit, l'absence de confusion, voilà. Bon. Nous allons passer à la deuxième raison pour laquelle l'état, comment dire, de pardon, l'étape de pardon, l'étape du pardon n'est pas nécessaire. Eh bien, il faut revenir tout simplement à une vidéo à laquelle j'ai fait, comment dire, à laquelle je fais référence actuellement. Là, maintenant, je vais faire référence, qui est les mémoires résiduelles antérieures. Je disais dans cette vidéo que 90%, pour pas dire 95% de nos réactions, et j'entends bien, et entendez bien le mot réaction, parce que c'est la base sur laquelle nous construisons la plupart de nos actions, entre guillemets, eh bien 95% sont évidemment issus de schémas de vie antérieurs. Et il faut comprendre par là que qui dit réaction dit forcément schéma
inconscient. Une réaction est forcément quelque chose d'inconscient. En opposé à l'action. C'est-à-dire que quelqu'un voit une personne en train de se noyer, la personne se précipite et saute dans l'eau ou plonge dans l'eau immédiatement sans réfléchir, la personne n'est pas dans la réaction. La personne ici est dans l'action. Il y a une dimension comment dire, du cœur. La personne n'est pas en réaction à quelque chose, à une provocation personnelle. L'ego n'est pas spécialement touché par quelque chose, auquel cas il y a une réaction qui s'en suivrait derrière immédiatement. C'est totalement différent. Action et réaction ne sont pas la même chose. L'action est totalement détachée de tout, comment dire, de tout schéma émotionnel réactif. Il y a l'idée que l'ego n'est pas dans l'action impacté par quoi que ce soit. Il n'est pas, en réaction à quelque chose, tout simplement. Voilà. Dès qu'on est en réaction à quelque chose, vous pouvez être d'ores et déjà certaine ou certain que vous êtes dans la réaction. Donc quelqu'un vous insulte, vous réagissez, vous êtes déjà dans ce processus inconscient. Donc pourquoi je suis en train de dire ça en particulier, pourquoi je suis en train de pointer ça du doigt en particulier, cette zone qui en nous est, comment dire, en réaction à 95% dans nos comportements. Je cherchais le terme depuis tout à l'heure, il me sortait de l'esprit. Pourquoi en effet à 95% nos comportements sont réactifs? À 95%, nos comportements sont réactifs à quelque chose, à une stimulation. Vous vous faites insulter, vous êtes dans cette réaction, enfin vous réagissez, vous êtes déjà dans ce comportement inconscient, réaction. Voilà. Donc, j'allais dire en opposition éventuellement à la création. Voilà, donc quand vous êtes dans la création, vous êtes déjà plus dans quelque chose de l'action spontanée, détaché de tout résultat. Quand vous êtes dans la réaction, vous êtes emporté par un système émotionnel et vous êtes donc dans cette part d'inconscient total. Je souligne ça avec, comment dire, pointillisme. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en colère contre quelqu'un qui aurait dit, qui aurait fait, ou qui n'aurait pas dit, ou qui n'aurait pas fait, qui aurait dû donc faire ou dire, ou ne pas faire, ou ne pas dire, eh bien quand vous êtes dans cet état de colère, où vous nourrissez vraiment une colère féroce contre quelqu'un, etc., etc., vous êtes vous-même déjà dans cet état de réaction, donc ce comportement, cette zone de comportement inconscient, cet état réactif. Et dans cet état réactif, vous, comment dire, vous pointez du doigt des bourreaux, vos bourreaux, alors que ce soit vos parents, votre fratrie, l'environnement, quel qu'il soit, peu importe, de toute façon, tout sujet est bon à prendre. À partir du moment où vous êtes déjà dans cette réaction, où vous êtes en colère contre quelqu'un, où vous en voulez, vous avez des griefs contre quelqu'un, ou quelque chose, vous êtes déjà vous-même dans cette zone de, comment dire, de comportement inconscient et réactif. Et cette zone est en train de porter un grief contre quelqu'un d'autre qui lui-même ou elle-même n'a agi ou réagi que dans cette zone issue des 95% d'inconscient. Donc quand on en veut à quelqu'un d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose, ou pas fait, ou pas dit, en fait, il y a cette même partie en vous inconsciente réactive qui est en train de, comment dire, adresser des griefs à cette même autre partie inconsciente chez l'autre. Parce qu'il est évident que quand on agit avec cette
cet état d'amour, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il est évident qu'on agit avec une conscience totale. Nous ne sommes plus dans la réaction comme nous sommes dans l'état d'amour. Nous sommes dans la réaction comme nous sommes dans l'état d'ego, l'état d'ego si on veut, l'ego ou le mental, ce qui est pareil. Donc à partir du moment où en effet nous sommes dans ce mental réactif, dans cet ego réactif, il est évident que nous ne sommes pas reliés à cet état d'amour, donc en dehors de toute conscience. Nous sommes en dehors de toute conscience. Il n'y a que quand nous sommes dans cet état d'amour que finalement nous sommes dans une pleine conscience, totale conscience. Donc les comportements que vous pouvez reprocher à vos parents, vos conjoints, vos proches, votre fratrie, etc., d'abord sont émis de cette zone de comment dire, inconsciente, puisque vous êtes déjà en réaction, et vous accusez finalement les autres d'avoir finalement fait preuve de cette même inconscience. C'est pour ça au final que nous ne pouvons pas comment dire, nous ne pouvons pas en vouloir d'une part à ces autres qui ont commis des fautes, puisqu'ils les ont commises à partir de cette zone inconsciente. S'ils avaient été totalement conscients de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire dans cet état d'amour, ils n'auraient jamais commis évidemment cette faute. Il faut être bien conscient que cet ego a pour nourriture la peur ou le doute, et que évidemment toutes les réactions partent de ce centre-là, de cette peur et de ce doute, ou éventuellement de la culpabilité, ce qui va avec. Mais en tous les cas, je dis ça parce que, comment dire, rares sont les fois où les actions que l'on pose sont issues, je parle bien dans la relation à l'autre ou même la relation à notre vie, sont issues de quelque chose qui est de cet état d'amour, donc d'un état de conscience, on va dire, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus clair, tout simplement. Donc pourquoi en effet, pourquoi vouloir en effet continuer à en vouloir à un tiers quand on sait que nous-mêmes, la partie qui est en colère est déjà dans cette zone d'inconscient et donc réactive. La colère est une réaction à quelque chose. Et donc pourquoi continuer à en vouloir par la même occasion à l'autre, puisque cette réaction qu'il a eue, cette parole, cet comportement, ne vient pas de quelque chose de conscient. Quand c'est quelque chose qui est empreint de conscience totale, c'est forcément comment dire, accompagné de cette dimension d'amour et donc de justesse. Donc les actions issues de l'amour ne peuvent pas se tromper, ne peuvent pas être dans l'erreur, entre guillemets. Il n'y a jamais d'erreur, mais en tous les cas ne peuvent pas engendrer de réaction de l'autre côté. Voilà, pour être plus précis. Parce que finalement, le mot erreur est une erreur de l'avoir employé. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Pourquoi je dis il n'y a pas d'erreur? Tout simplement parce que chaque, on va dire, réaction des uns et des autres sont propices. Chaque événement, chaque circonstance, chaque comment dire, expérience est propice pour nous renvoyer à nos propres schémas réactifs et nous faire travailler dessus consciemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, ça fait déjà deux arguments, et deux arguments sérieux sur lesquels, à partir desquels en fait, on comprend bien qu'il est vain de continuer à nourrir une colère contre quelqu'un, ce quelqu'un même qui de toute façon a agi de façon inconsciente, et vous-même, votre colère est issue de cette zone de l'inconscient. Donc si vous prenez conscience que vous en voulez à quelqu'un qui a agi en gros comme un automate, parce que c'est vraiment le cas, hein, quand on dit réaction à 95% de cette zone de l'inconscient, c'est de l'automatisme.
et l'automatisme basé encore une fois sur la peur, le doute, la culpabilité. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Par conséquent, pourquoi continuer à en vouloir une personne qui finalement a agi dans cette, à partir de cette zone finalement automatique. Et ceci en fait est déjà en soi énorme, parce que du coup toute la colère finalement que vous avez accumulée devrait tomber instantanément, puisque ça ne sert à rien d'en vouloir pendant 10 années ou voire même plus à quelqu'un, de nourrir cette colère contre quelqu'un, puisque cette personne a agi de façon automatique. C'est comme si nous, 10 ans après ou 20 ans après, nous relations une expérience où votre ordinateur vous a planté, votre smartphone, votre tablette, et 20 ans après, vous êtes encore en colère contre cette tablette. C'est exactement la même démarche avec quelqu'un. Vous ne pouvez en vouloir à cette personne puisqu'elle a agi par automatisme. Donc, on voit bien que le pardon dans cette histoire, évidemment, le pardon qui évidemment, comment dire, suit la colère, comment dire, quand je dis suit la colère, c'est-à-dire le besoin de pardonner quelqu'un n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas eu, en gros, pour le mental qui considère qu'il y a eu une faute de la part de quelqu'un, en réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est une façon de considérer les choses autrement. Pas de faute, pas d'erreur, donc pas besoin de pardonner qui que ce soit, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur, et donc pas de faute. Donc du coup, pas de faute, pas de colère, tout simplement. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais bon, il n'y a pas besoin de s'étaler sur le sujet. J'ai absolument dit en condensé ce qui était nécessaire de comprendre. Observez vos propres réactions face aux autres et vous comprendrez à quel point vous êtes dans ces automatismes inconscients. De toute façon, qui dit automatisme, c'est une lapalissade, dit forcément inconscient. Mais observez le nombre de fois où vous êtes vous-même dans des comportements réactifs, et vous comprendrez à quel point les autres sont aussi dans ce comportement réactif à 95% dans notre vie. Rares sont les fois où nous avons en effet nos actes sont posés à partir du cœur, à partir de quelque chose qui un lieu en nous, un état en nous qui n'attend absolument rien en retour, qui ne vit que par la beauté du geste ou la beauté de la parole, est terminé. Un peu exactement comme ce sauveteur qui sauve une personne de la noyade. Quand on lui dit quel courage vous avez eu, la personne n'a absolument aucune sensation d'avoir eu le courage, elle a juste été dans le moment présent et ne réclame ni honneur ni gloire. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'absence pour le coup de mental, d'ego, qui cherche un résultat derrière, quel qu'il soit, même si ce résultat, la plupart du temps, n'est pas, encore une fois, conscientisé. Donc voilà, cette petite vidéo très courte qui résume en effet les deux motifs importants pour lesquels eh bien, le pardon est absolument une démarche absolument pas nécessaire. Encore une fois, c'est un état d'amour. De la même manière que se pardonner, si on comprend que nos actes, nos paroles comment dire, sont issus de cette zone automatique inconsciente, il est évident que ça ne sert plus à rien de chercher à se pardonner. Par contre, voilà, ce qui reste évidemment vital, je pense que ce que les gens cherchent à travers le pardon, c'est à s'apaiser eux-mêmes vis-à-vis de quelqu'un, et non pas spécialement être dans l'absolution de la faute de l'autre. Je pense que ce que nous cherchons toutes et tous, en fait, c'est cette paix et cet état d'amour, cette tranquillité, cette sérénité par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu. C'est pour ça que certains cherchent cet état de pardon, parce que inconsciemment, ce qu'ils cherchent derrière, c'est cet état de quiétude. Ils veulent mettre un terme à cet état de conflit en eux,
renvoyé ou reflété par effet miroir par quelqu'un d'autre. Il cherche cet état de quiétude. En fait, ce qui est plus important, en effet, ce qui est plus vital, c'est de chercher finalement, d'être beaucoup plus conscient, de vouloir chercher cet état de quiétude en soi, mettre fin au conflit en soi, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que cette recherche du pardon, si ce n'est mettre fin au conflit en soi, et encore une fois, qui fait miroir avec quelqu'un d'autre, avec une situation, une expérience. Donc voilà, je pense qu'il faut être davantage conscient de l'état final, du but final que l'on cherche, et où finalement le moyen d'y arriver est beaucoup plus vaste qu'on ne peut l'imaginer, et ne passe pas forcément par cet état de pardon qui, encore une fois, n'est qu'un état, on va dire, annexe de l'état d'amour. Il est plus intéressant finalement d'aller chercher directement l'état d'amour, parce que finalement cette sensation de pardon en fait arrivera derrière tout aussi vite et tout autant naturellement. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère avoir été assez clair, et n'hésitez pas eh bien, à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, de me donner des sujets de vidéos, pourquoi pas, et je vous souhaite une bonne continuation, et j'espère que cet état d'amour, vous le trouverez, même si c'est momentanément, c'est pas grave, même si c'est momentanément, ça vaut le coup d'être vécu. Bonne continuation à toutes et à tous. Merci pour votre écoute et votre fidélité encore une fois.